Sylvine Thomasin. Jean-Luc Laglaise, quel est le Éric, voilà. une Quel est le réaction lien, d'abord quel est le lien justement entre Sylvine l'activité Thomasin économique, le prix du foncier? Est-ce qu'on peut établir vraiment ce lien et comment l'infléchir pour rendre plus fluide le marché? Je vous le rends. Déjà, il faut repartir d'un certain nombre de chiffres. Le prix du foncier a augmenté de 71% en 10 ans, pendant que le prix des logements a augmenté de 24%, en moyenne en France. Donc vous imaginez en zone tendue à quel point ça a augmenté. C'est-à-dire que toutes les économies, toutes les aides, on réclame des aides à l'État, mais toutes ces aides-là, elles sont au bénéfice de qui? Pas spécifiquement des personnes qui les reçoivent, parce que les personnes qui les reçoivent payent des loyers ou payent des prix de logements qui sont de plus en plus chers. Et ils sont de plus en plus chers, mais pas uniquement, et pas du tout parce que ce sont les promoteurs qui s'enrichissent, contrairement à ce que l'on peut dire. Ce sont les propriétaires du foncier qui s'enrichissent en France, en dormant. Et donc, si le Premier ministre m'a confié une mission là-dessus, de lui faire des propositions, c'est pour baisser le prix du foncier en global. Alors effectivement, il y a des réflexions à avoir sur l'aménagement du territoire. Pourquoi tout concentrer l'économie dans les zones tendues et pourquoi ne pas aussi réfléchir aux zones rurales, aux zones détendues? Oui, c'est vrai, c'est à faire. Mon sujet, c'était, en tout cas, la métropolisation est mondiale, elle n'est pas que française, et ce n'est pas une volonté française, c'est une attraction globale des êtres humains à aller le plus proche possible de leur emploi, de leurs services, de leurs loisirs. Voilà. Et donc si aujourd'hui les appartements sont si chers, ça veut dire qu'il n'y a plus que 2 catégories de Français qui peuvent habiter en zone tendue. Ce sont les personnes les plus riches, qui peuvent se permettre de payer des appartements au prix où ils sont, et les personnes qui peuvent bénéficier de logements sociaux. Et point final, ça veut dire que toutes les classes moyennes sont exclues et vont dans des endroits où il y a moins de travail, où il y a moins d'activités, et donc ils sont obligés d'avoir, qui n'ont plus de transports en commun, parce que les transports en commun sont en général que dans la ville intense, et donc ils sont obligés d'avoir une voiture, 2 voitures, parfois 3 voitures, selon la composition de la famille. Et donc, ce faisant, ils deviennent particulièrement sensibles à tout ce qui peut être taxe ou augmentation des prix de l'essence, et ça peut donner des mouvements colorés, comme on a pu le voir depuis novembre dernier. Donc, c'est au maire, en fait, à reprendre le pouvoir là-dessus. Parmi les 50 mesures que je propose au Premier ministre, il y en a 25 qui sont à destination des maires. Aujourd'hui, il y a en fait... J'ai rencontré 234 personnes dans le cadre de cette mission, et j'ai pu me rendre compte que même dans des lieux qui sont des très grosses agglomérations françaises, voire de très grosses métropoles, certains élus n'ont pas de culture du foncier. Ils ont une culture, oui, du logement, ils ont une culture, oui, de l'acte de construire, mais ils n'ont pas de véritable culture foncière. J'ai été épaté à Lille et à Rennes, où il y a vraiment une vraie culture autour du foncier depuis très longtemps, depuis plusieurs municipalités successives. Il y a d'autres endroits en France, même parmi les plus grandes villes, où il n'y a pas cette culture. Donc ce sont un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en place. Il faut mettre en place cette culture du foncier. Je parlais tout à l'heure des gares du Grand Paris. On a aujourd'hui, malheureusement, dans certains endroits, des gares du Grand Paris dont on sait exactement où elles vont être. Par contre, aucune mesure de la commune a été prise pour éventuellement freiner le prix du foncier. Aucune préemption, rien. Donc on laisse en fait la loi de l'offre et de la demande. Et donc vous allez voir qui va pouvoir venir habiter là. Ce n'est pas les classes moyennes. Ce sont uniquement les bailleurs sociaux, s'ils arrivent à trouver des financements pour venir acheter des fonciers, ou les personnes les plus riches. Et donc vous avez une gentrification petit à petit de tous les centres actifs, et donc c'est ça qu'il faut casser. Et donc il y a un certain nombre de propositions que vous pouvez retrouver dans le rapport, dont peut-être on va le mettre en ligne également, votre rapport. Justement, une gare du Grand Paris, Bondy, je pense que vous voulez réagir. Oui, il y a un vrai sujet. D'abord dire que Henri Sellier, la véritable incarnation. On est bien d'accord, mais ça date. Pour les gares du Grand Paris, en effet, si on recentre un peu sur la métropole, excusez-nous pour les collègues qui n'y sont pas,
enfin, moi j'ai été quand même assez scotché de voir que le maire de Rueil-Malmaison avait oublié qu'il était également le président de la métropole du Grand Paris quand il a adhéré à l'association de défense de la ligne 15 Ouest pour qu'elle arrive plus rapidement sur l'Ouest parce qu'il y a déjà les bureaux de la défense et du développement économique. Si l'État, il y a quelques décennies, avait décidé de poser la défense à l'Est parisien serait quand même aujourd'hui très différent. Donc c'est assez surprenant. Donc je vais l'inviter prochainement avec le président Côme à adhérer à notre ligne de défense de la ligne 15 Est. Mais enfin franchement, où va-t-on ? Où va-t-on ? Il ne faut pas qu'il oublie qu'il est le président de la métropole du Grand Paris. Alors une fois que j'ai dit ça, on revient sur notre sujet principal, qui est donc les maires face au défi du logement. Moi, je ne voudrais pas qu'on oublie que ce dicton, qui parfois d'ailleurs heureusement n'est pas appliqué, mais quand même qui dit que maire constructeur égale maire battu. Monsieur On le connaît Billotte. tous. On le connaît toutes. À nous d'avoir l'intelligence de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de pédagogie auprès de nos concitoyens et qu'ils comprennent où l'on va, et de le faire avec eux, bien sûr, et de les emmener. Mais il faut être courageux pour construire du logement quand on est maire. Il faut vraiment être courageux. Or, actuellement, moi, ce que je défends depuis maintenant un moment, c'est qu'il y a une véritable balkanisation des compétences. On a d'un côté aménagement et urbanisme et de l'autre habitat. Le maire est véritablement, ou la maire, ils sont véritablement, nous sommes véritablement, nous portons la charge et la responsabilité de cette construction face à nos concitoyens qui ne comprennent rien, et on peut les comprendre d'ailleurs. D'ailleurs, je me pose la question d'une démocratie qui n'est pas lisible dans ses institutions par nos concitoyens. Mais en effet, nos concitoyens, ils regardent le maire, la maire, mais le territoire, qu'est-ce que c'est ? Si on faisait un sondage pour demander le nom du président du territoire, ça serait compliqué. Donc voilà, y compris d'ailleurs même pour la région ou le président du département. Donc nous sommes les responsables, nous portons cette responsabilité, nous l'assumons, et il y a une balkanisation des compétences. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait un véritable chef de file des comptes et des horloges. Il faut remettre le maire au centre du débat. Il faut que les territoires arrêtent d'être ces hyper-technocraties qui s'opposent aux maires. Alors pas forcément dans les élus d'ailleurs, ça se passe plus à un niveau administratif qu'à un niveau d'élus souvent. Hein. L'administration essayant de reprendre le pouvoir, j'en parlais à l'instant à l'ami Thierry Berthier. Il faut absolument qu'on arrive à avancer là-dessus. Pour la verticalité, l'État a toujours été vertical. Moi, je note quand même que depuis 2 ans et demi, la verticalité est d'une grande brutalité. Je note que la RLS, dont vous avez parlé pour certains d'entre vous, elle était demandée par Bercy, quels que soient les gouvernements, depuis très, très, très longtemps. Et que là, cette fois-ci, ils ont tous tenu, de droite ou de gauche. Et que là, Bercy a gagné sur cette histoire de RLS. Et en effet, je cautionne, je confirme, Julien Denormandie est extrêmement à l'écoute, on sent qu'il a envie de faire, mais il perd tous ses arbitrages face à Bercy. Il a du mal à nous aider. Ouais. Marc-Antoine Chamet. Je bois du petit lait en écoutant la maire de Bondy, parce que c'est vrai qu'on est en train de faire la fête à l'État, et on a tort. On pourrait faire la fête à un certain nombre d'autres partenaires. Je regarde la modeste commune dont je suis maire. Il y a une région, c'est la région Normandie. Son but avéré, c'est de faire en sorte que les plans de rénovation urbaine nationaux soient le moins possible abondés, de telle manière que les plans régionaux, qui sont plutôt des villes de droite en règle générale, soient le plus possible abondés. Le département, qui est quasi en faillite, qui est mené en douce par Sébastien Lecornu, qui est pourtant ministre des collectivités locales, son but, c'est de se tirer des flûtes et de ne rien faire si c'est possible. L'agglomération parfaitement technocratique que vous évoquez, et dont personne ne connaît le président, mais qui régit à peu près tout, elle a une chose qui est assez au point, c'est-à-dire que si je peux garder les handicapés, les pauvres et les femmes isolées, ça ira très très bien, femmes isolées avec enfants, et eux accueilleront les notaires, les médecins, les avocats dans plutôt des maisons à colombage. Et donc on voit un édifice, vous avez parfaitement raison, qui tire à U et à Dia, et qui n'a absolument pas les mêmes objectifs, et qui ne remet pas le maire, je crois qu'on est tous d'accord, de gauche ou de droite, au centre, puisque la personne à qui on va demander quand même un logement, c'est le maire. La personne qui connaîtra le logement, il y en a plus chez vous que chez moi, mais moi je dois en avoir 7500 ou 8000 à peu près, je ne connais pas les 8000 tous, mais quand même on sait à peu près les endroits et les programmes et les années où il y a davantage de moisissures sur les plafonds qu'ailleurs, parce qu'on a une petite idée assez précise. Donc voilà pour le jeu qui ne marche pas.
il y a quand même fort heureusement un jeu qui marche et il y a deux partenaires dont on ne parle pas, qui sont les alliés du maire, à condition qu'ils soient psychologiquement forts et commercialement inventifs, sont les promoteurs et les bailleurs. Parce que très franchement, il y a des alliances de contournement qu'on peut faire. Je ne voudrais pas qu'on termine sur « ça ne va pas arrêter, on ne va pas y arriver, il n'y aura plus un seul logement ». Moi, je voudrais en citer deux. Nexity d'un côté pour le logement collectif et Amex Extraco pour le logement individuel. On a une capacité à sortir des programmes sur une confiance entre le maire et le promoteur qui dit celui-là, il ne va pas m'abandonner, il va plutôt être réélu, il n'est pas complètement con, il ne va pas augmenter les impôts de 200%, et donc on va continuer avec lui. Et puis il y a également des promoteurs, je pensais à Nexity, je le disais, qui font en sorte de dire, bon, ne pas mettre un collectif ici correct, c'est pas normal. Et je trouve que ce rôle citoyen que peut incarner Alain Dinin n'est pas mauvais. Et puis, pour moi, j'ai d'autres partenaires qui me permettent de contourner l'État, parce qu'ils ont la réalité des choses, un patrimoine. Ce sont les bailleurs sociaux. Je parlais, non pas pour rendre hommage à Madame Grave, qui n'en a pas besoin, mais d'un partenaire comme le groupe 3F et IBS, sont des gens qui se disent « bon an, mal an, on ne va pas être aidé, ça ne va pas bien se passer, mais j'ai deux solutions. Soit je laisse ce patrimoine se casser la figure et je crée des friches urbaines épouvantables en centre-ville, soit j'incarne ma responsabilité et quoi qu'il me coûte, je fais en sorte à la fois de l'entretenir, de le développer et de le rénover. » Et donc, tout n'est pas si noir, tout n'est pas si gris, ce n'est pas en attendant l'État que tout se passera, les réformes seraient les bienvenues, il y a clairement des incitations financières, mais il y a aussi un dynamisme, et vraiment, je voudrais inciter tous ceux qui sont ici, je vois, vous êtes à peu près 200, si chacun d'entre vous construit un programme de 30 logements à Val-de-Reuil, ça me permettra d'en avoir 6000 de plus, et donc je vous incite très franchement à venir dans mon bureau, on parlera foncier. Non, plus sérieusement, il y a quand même, faut pas non plus, il y a l'initiative individuelle des maires, il y a leur force, leur incarnation, il y a l'initiative individuelle de ceux qui sont les acteurs économiques du marché et qui n'abandonnent pas tout, et je les en remercie. Quel est aujourd'hui le pouvoir réel du maire concernant le logement, le foncier? On a l'impression qu'avec la multiplication de ces strates, il se dilue de plus en plus. Le problème, c'est que le maire, aujourd'hui, en tout cas dans les métropoles, il est mis de côté au profit des territoires. Ce qui est une absurdité. Alors, je pense qu'à Est Ensemble, comme chez nous à Paris-Ouest La Défense, en réalité, on contourne. C'est-à-dire que le président du territoire délègue les pouvoirs qui lui sont donnés par la loi au maire de chacune des communes qui avait ces compétences depuis toujours et qui les exerçait beaucoup mieux que ne pourra l'exercer le président du territoire qui connaît beaucoup moins bien, par définition, chaque recoin des communes composant le dit territoire. Donc plutôt que d'avoir à revenir par délégation à ce qui était les compétences naturelles du maire, autant les lui laisser, quoi. Enfin, on est dans un système complètement absurde. Et donc le pouvoir du maire, il est toujours le même, parce que je ne pense pas que dans aucun territoire, les présidents de territoire aient envie de déposséder les maires qui composent ce territoire de leurs compétences. Par ailleurs, là où en revanche il y a une perte de pouvoir, une perte d'action, de capacité à agir, c'est sur l'équilibre de peuplement. Personne n'en a parlé, mais c'est essentiel, et notamment dans les villes qui ont un pourcentage important de logements sociaux, comme c'est le cas de chacun de nous trois. Je pense que ça sera abordé dans la deuxième table ronde. Mais le retour en force de l'État, avec le contingent préfectoral, et pas seulement d'ailleurs le contingent préfectoral diffus, mais aussi le contingent des fonctionnaires d'État, fait que cet équilibre de peuplement est de plus en plus difficile à atteindre. Le préfet exerce seul son pouvoir d'attribution et exclusivement avec des DALO. Et lesquels DALO plombent d'une certaine manière l'équilibre sociologique de nos ensembles de logements sociaux, où on a de plus en plus d'entrants qui sont avec des revenus extrêmement faibles et donc là aussi des besoins pour la commune d'accompagnement de plus en plus lourds. Si j'ajoute, pour faire bon poids, que l'État, dans le même temps, à travers la contractualisation, ce qui est alors de la novlangue absolue, parce qu'on a confondu contrat et contrainte, avec la contractualisation, nous bloque nos budgets de fonctionnement, je vois mal comment on pourra faire face à l'aggravation du niveau social du peuplement de nos logements sociaux avec un budget de fonctionnement qui, en euros constants, sera en diminution puisque le plafonnement est inférieur à l'inflation. Donc voilà, c'est tout ça un peu technique, mais c'est extrêmement, frustrant de voir que l'État nous impose des règles aveugles
Pour la contractualisation, le plafonnement se fait sans tenir compte du budget de fonctionnement existant sur l'année N-1. Je vais citer personne pour ne vexer personne, mais une commune voisine à la mienne dépense presque 3 fois plus par habitant en fonctionnement que moi, et pour autant, elle a le même plafonnement à 1,02. 1,02 pour nous, oui, 0,2. Donc voilà, c'est aberrant et c'est très frustrant pour le maire. Il faut absolument que le maire revienne au centre. Sur le foncier. Oui, juste un mot sur le foncier par rapport à ce qu'a dit monsieur le député. Je pense que, d'abord, pour les élus, la matière logement, elle n'est pas si simple que ça à s'accaparer. Là, il y a des élus qui s'y sont mis. Il y a beaucoup d'élus qui siègent dans les organismes HLM. Ça permet d'acquérir tout ça, mais c'est quand même un sujet qui est un peu compliqué. Sur le foncier, c'est quand même encore une autre paire de manches. Hein. C'est quand même un autre élément. Vous citiez des villes, Pied-de-Sirène, qui n'est pas trop loin de chez moi et que je connais bien. Ce qui manque souvent sur les territoires, ce sont les outils, en fin de compte. Parce que le droit de préemption, certes, c'est un droit qui incombe au maire, qui n'est pas quand même un exercice nécessairement très facile à exercer. Il faut pas toujours... On frustre quand même un projet, donc c'est toujours quelque chose sur lequel on peut être un peu hésitant. Mais la culture du foncier, elle est essentielle. Et ça, c'est certainement un des enjeux des mois à venir. Je vais reprendre une seconde les villes qui sont dans le dispositif Cœur de Ville. Il y en a 222, c'est des villes moyennes. Alors, ce que je disais tout à l'heure, il y a un peu de tout sur le plan de la dynamique sur ces villes-là. Il y a des villes qui sont dans une vraie dynamique économique. Il y a des villes qui sont plutôt sur des territoires un peu en déprise. Mais si on n'arrive pas dans ces villes-là à reconquérir par la maîtrise foncière, si on n'arrive pas à mettre en place des dispositifs qui feront qu'il y aura quand même une véritable intérêt financier à revenir dans le centre-ville pour un accédant à la propriété ou un investisseur, ça coûtera toujours moins cher d'aller construire en périphérie sur ces territoires-là. Donc il faut vraiment que l'initiative politique qui a été lancée par le ministre, nous on la partage. Quand je dis nous, c'est plus le réseau que je préside parce qu'on est un réseau très décentralisé, très présent sur ces territoires-là. Mais si on veut vraiment que ça soit traduit en production, en reconquête des centres-villes, il faut qu'on se réinterroge quand même sur l'accompagnement des collectivités. Alors, je ne dis pas nécessairement un accompagnement que financier, hein, parce que je pense qu'on peut trouver les opérateurs pour ça, pour une grande partie. Mais vraiment une maîtrise foncière et des outils de maîtrise foncière qui sont un petit peu innovants. Oui, je voulais rajouter qu'effectivement, il faut doter les maires d'un certain nombre d'outils pour leur permettre de reprendre le pouvoir qu'ils ont, mais qui peut-être se dilue. Il faut par exemple qu'ils puissent faire des DUP pour des réserves foncières. Aujourd'hui, les DUP des réserves foncières sont très compliquées, même les préfets les refusent, sauf éventuellement en cas d'urgence. Il faut qu'un maire puisse également faire une préemption à prix contesté quand il voit une transaction qui est à prix manifestement exagéré. Donc il faut pouvoir lui permettre juridiquement de faire ça. Aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Non. France Domaine est un sujet un peu particulier. Vous avez beaucoup de maires, beaucoup de vos collègues qui trouvent que France Domaine fonctionne bien, notamment en région parisienne. Voilà. Et bien, tous les maires de province, interrogez-les, trouvent que France Domaine n'est pas vraiment un secours extraordinaire. Il faut également que, puisqu'on veut parler budget, il faut que l'impôt sur la plus-value foncière ne soit pas remis au budget de l'État, mais soit remis au budget de celui qui crée la plus-value. Et qui crée la plus-value? C'est le maire. C'est le maire qui a décidé de classer tel ou tel terrain en zone constructible ou qui change la constructibilité. C'est le maire qui fait des équipements, c'est le maire qui fait les voiries. Donc il y a un certain nombre de choses à flécher de cette manière-là. Voilà. Donc parmi les 50 propositions que j'ai faites au Premier ministre, il y en a 7 qui donnent lieu à une proposition de loi qui est discutée demain dans l'hémicycle et j'espère qu'elle sera votée à une très grande majorité. Merci. Sylvine Thomas. J'espère juste qu'en effet, les propositions dont vous nous parlez seront en effet retenues, entendues. J'entends souvent de la part de ce gouvernement, du député que vous êtes, des paroles plutôt encourageantes à l'égard des maires. Maintenant, on aimerait que ça atterrisse, en effet, et qu'on puisse s'en saisir pour le bien de nos habitants et pour développer nos territoires. Il y a eu la RLS dont on a parlé, mais les injonctions contradictoires sont permanentes et c'est ça qui nous épuise, hein, ces injonctions contradictoires, vous les avez très bien décrites les uns et les autres. Donc en effet, si vous pouvez nous... Voilà, c'est la première fois qu'il y a un rapport parlementaire sur le sujet. Je donne une proposition de loi.
Voilà, tout à fait. Donc, je pense que vous avez rencontré le ministre Julien Denormandie, qu'il a eu votre écoute aussi, enfin qu'il a été à votre écoute, il connaît bien le sujet, et qu'on verra enfin peut-être un peu moins de technocratie, un peu moins l'impression que les maires sont des contre-pouvoirs dont il faut se méfier. Nous connaissons nos territoires, nous sommes capables de travailler dans des ensembles plus grands. Hein, nous ne sommes pas, c'est pas cloche-merle les maires. Hein. Il y a longtemps qu'on s'est travaillé avec d'autres au niveau de l'agglo, au niveau du territoire, mais en même temps, nous remettre au cœur du débat, ça fera vraiment avancer le schmilblick. Merci. Je voudrais juste dire un mot sur la question du zonage, parce que tout ça est un peu lié quand même. Alors, le zonage, le problème, c'est que sa suppression, elle va avec un gros mot qui s'appelle confiance et décentralisation. Donc, c'est un peu... C'est-à-dire que si on veut faire sauter le zonage, excusez-moi du terme, le ministre a déjà déclaré qu'il souhaitait mettre le sujet sur la table. Bien évidemment, mettre ça avant des municipales, c'est pas nécessairement le meilleur calendrier. J'espère par contre, moi, qu'il le mettra très vite derrière pour qu'il puisse peut-être, parce que je pense que le débat sera compliqué et long, aboutir avant la fin du mandat présidentiel. Mais si on va vers l'expérimentation, par exemple, qui est tentée en Bretagne à partir du mois de janvier sur plus de zonage, mais un peu une notion de programmation un peu plus... Là, on redonne le pouvoir aux maires, on retravaille les PLH, on retravaille éventuellement toute la partie urbanisme avec la notion de PLU, et on a certainement une carte à jouer dans ce domaine-là tous ensemble pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Je vais vous souhaiter 2 exemples des aberrations du zonage, enfin, vous les connaissez bien. Pas très loin de chez moi, la ville d'Angers est repassée au 1er juillet dernier B1. Il s'est fort bien débrouillé, mais avant, toute la première couronne de l'agglo était éligible aux dispositifs qui sont aujourd'hui que dans le B1, notamment le Pinel. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe ? Tous les programmes se plient en première couronne. Et Angers, il y a quelques programmes parce qu'il fallait quand même avoir la capacité à dégainer assez vite. Et donc, finalement, ce coup-là, il va être sympathique pour la ville d'Angers pendant 18 mois, 2 ans. Mais en termes d'aménagement de territoire, c'est pas terrible quand même, il faut reconnaître. Et puis sur l'autre question du zonage, je vais revenir une seconde sur la loi SRU et sur l'article 55. Moi, je suis sur un territoire, la ville de Laval est à 30% de logements sociaux. Il y a 5 communes, dont celle dont je suis maire, éligibles à la loi SRU autour. La mienne est à 20, il y en a une à 7, il y en a une à 13. Et pendant... alors c'est un peu moins vrai ces derniers temps parce qu'on a quelques dérogations, et pendant des années, on a obligé celle à 7 à continuer de construire. Et qu'est-ce qui s'est passé comme on est sur un marché plutôt détendu ? On a rempli, mais on a vidé les logements HLM d'il y a 40 ans de la ville de Laval, qu'on n'arrive pas à relouer aujourd'hui. Donc voilà, donc toute cette... et ça c'est quand même un peu d'argent public quand même. Toutes ces anomalies-là... Alors, je ne suis pas certain que le zonage réglera tout, mais si on s'y prend bien, élus, pouvoir public, opérateurs, parce que je pense qu'il y a des opérateurs qui ont un vrai rôle à jouer dans ce domaine-là, on arrivera peut-être à construire quelque chose d'un peu plus fin et qui collera bien, un peu mieux en tout cas, la problématique de la différenciation des territoires. Merci. Et Je crois que ça sera de toute façon l'objet de la loi 3D que va porter Jacqueline Gouraud en 2020. Et c'est également dans l'esprit de Julien Denormandie, la politique du logement doit se faire au plus proche du terrain, doit se faire avec les maires et ne doit pas être décidée à Paris pour tout le territoire. Et c'est vrai que l'expérimentation qui se fait actuellement en Bretagne pourrait être très rapidement étendue. Pourquoi en Bretagne, ou que en Bretagne? J'aime beaucoup la Bretagne, mais on peut effectivement faire ça en Occitanie, en Bourgogne, enfin, on peut faire des expérimentations partout, donc ça il n'y a aucun problème. Alors mon voisin... Non, je trouve qu'on tourne tous autour du pot d'un certain nombre de choses qui revient au pouvoir du maire. Les maires qui ont su garder le droit de l'urbanisme et les permis de construire avec eux n'ont pas de problème, ou sont des acteurs véritables. Les autres sont des acteurs dépendants de l'intercommunalité, ce qui pose le problème de la répartition des pouvoirs entre l'intercommunalité, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et des communes, avec une chose très facile à transposer, c'est la même relation qui unit les communes à l'intercommunalité, qui unit actuellement les États-nations à l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe est formidable, et elle devrait l'être, de même que les intercommunalités, pour les grands projets, pour ce qui nous dépasse, pour ce qui n'est pas possible de faire seul, mais que tout ce qui est la proximité et tout ce qui devrait relever de la subsidiarité devrait revenir aux maires. Et que là, on a bizarrement des intercos qui font maintenant de la culture, du sport, de la petite enfance, de la propriété, à qui on demanderait de faire de l'assainissement du grand projet, et qui ne le font pas du coup d'ailleurs. Et donc c'est ça le problème. Et notre problème de logement, c'est le problème de cette mauvaise répartition. Et donc j'espère, monsieur le député, que dans vos propositions, mais je crois l'entendre, il y a le reflet de cela. Et de légitimité. Aujourd'hui, c'est le maire qui est légitimité, c'est le maire qui est élu. Aujourd'hui, les intercommunalités ne sont pas élues.
En tout cas, pas par les habitants. Et en tout cas, elles n'ont pas de projet. Quand un maire est élu, il est élu avec une équipe et un projet pour sa commune. Et après, il se retrouve avec un certain nombre de collègues dans une assemblée particulièrement excédentaire à devoir gérer une interco, mais pas gérer un projet, parce qu'il n'y a pas de projet intercommunal aujourd'hui. En tout cas, ça ne se fait pas. Le seul qui est légitime et qui a un projet, c'est le maire. Et donc, il faut remettre le maire au centre de l'acte de construire. En tout cas, c'est ce que je propose en tant qu'élu local et faisant partie d'un groupe qui s'appelle le Mouvement démocrate, qui est plutôt proche des maires. Voilà. C'est un consensus. Voilà, écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir animé ce beaucoup. débat avec vos idées.